savez qu'on a souhaité que le conseil municipal des jeunes soit présent pour éventuellement, pour arriver à voir une fois, d'une manière complète, comment se passe un conseil municipal. Voilà, donc il faudra qu'on soit que dans les débats, on puisse, ils puissent suivre, ils puissent comprendre. Donc pour qu'ils puissent mieux comprendre comment se crée un conseil municipal, conseil municipal, donc c'est une équipe, c'est une équipe de gens qui se réunissent et qui ont un projet pour leur village, pour leur ville ou leur communauté de communes, peu importe. Donc, quand ces gens sont élus dans l'institution, dans le conseil municipal de leur mairie, ils ont tous des fonctions, ils ont tous un rôle à jouer. Alors on va faire le tour de table pour qu'ils puissent comprendre les fonctions que les uns et les autres dans la commune ont. Pourquoi, plus particulièrement, ils sont ici et de quel type de problème, plus particulièrement, ils s'occupent. Alors, dans un conseil municipal, tout le monde n'a pas une fonction. Ce n'est pas obligatoire. Il y a ce qu'on appelle une série d'adjoints ou des conseillers municipaux délégués. On va essayer de ne pas trop complexifier le système. On a donc une série d'adjoints et ces adjoints ont une fonction et les autres n'ont pas obligatoirement de fonction. Par contre, ils participent au débat général de nos réunions et ces réunions sont en général préparées par ce qu'on appelle un bureau où on essaie d'élaguer et de cerner les problématiques qui vont être proposées à l'élection du Conseil, puisque seule l'élection du Conseil a valeur juridique. Donc, on va peut-être commencer ce tour de table. Allez, on va commencer par Inès. Tu expliques qu'est-ce que tu fais au sein de ce Conseil. Prieur, elle a un nom de famille. On va s'arrêter là, c'est trop compliqué, ne brouillons pas les têtes blondes. Donc, je suis déléguée à la santé, aux affaires sociales et aide à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, tout est dans le... Ça veut dire que je m'occupe, je suis en charge des personnes qui ont des besoins ou matériels ou des besoins d'aide dans la santé, et donc ils viennent nous voir. Nous avons des commissions et on peut débattre. Par exemple, pour la santé, on s'est occupé des vaccins, de la vaccination, de faire venir des médecins pour vacciner. Qu'est-ce qu'il y a aussi aux affaires sociales, on s'occupe des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de nous pour moult choses. Voilà, qu'est-ce qu'on... Des problèmes financiers, des problèmes familiaux, et ça va des jeunes jusqu'aux personnes âgées. Voilà. Après, Edgar. Alors, je suis Edgar. Je leur parle en face. Bon, je suis Edgar Maréchal, je suis adjoint au maire et je suis en charge de l'urbanisme. Je suis en charge de l'urbanisme, de la gestion du patrimoine, excusez-moi, de la gestion du patrimoine et surtout de la prévention des risques. Alors, le Grèce a quand même pas mal de risques, puisqu'il y a les risques d'incendie, on a des risques d'inondation, donc tout ça. Et donc, dans le cadre de l'urbanisme, on règle tous ces problèmes-là, puisque l'urbanisme, donc, on délivre toutes les autorisations d'urbanisme. Ça, on a un service ici de construire, les autorisations de construire. Donc, on a un service en plus la mairie aujourd'hui traite tous les dossiers d'urbanisme. Donc, on a un service avec Lydia et donc je m'occupe aussi de ça, voilà. L'urbanisme, eh bien, c'est l'organisation générale de la commune.
on a un PLU, hein, on a fait un premier PLU dans le premier mandat que j'ai eu d'ailleurs. Et alors le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, hein, voilà. Et donc, et là, on est en train de faire une modification parce que l'urbanisme évolue, les règles d'urbanisme évoluent, et donc on est en train de faire des modifications pour le faire évoluer, pour le mettre à jour un petit peu de toutes les réglementations qui sont venues entre-temps fournir un peu l'urbanisme. Le Voilà. local d'urbanisme étant un document qui dit ce qu'on peut construire ou ne pas construire Voilà. sur le village. Voilà. Donc effectivement, le plan d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, on définit, c'est un plan de la commune où on définit des zones, mais toutes ces zones sont différentes. Au plus, on part du centre, qui est des zones UA, et après on va à des zones plus diffuses, et jusqu'à arriver aussi aux zones naturelles et agricoles. Voilà. Donc, et chaque zone a sa réglementation particulière. Voilà. Voilà. Après, Augustin. Alors, donc, voilà. Donc moi, je m'appelle Augustin Tessier. Je suis conseiller municipal délégué aux travaux et à la gestion des bâtiments communaux. Alors, les travaux, c'est tous les travaux, les gros et les petits. Les gros, on les voit bien, puisqu'ils perturbent un peu la vie du village quand on les fait. C'est l'esplanade de la mairie, c'est la place centrale, etc. Mais ces gros travaux, ce n'est pas moi seul qui les décide, et bien sûr, ça fait partie du programme de l'équipe municipale emmenée par le maire. Et lorsqu'ils sont décidés, on fait appel à des personnes compétentes, architectes, etc., maîtres d'œuvre, qui vont en assurer la conception et le suivi. Et moi, en même temps, avec mes collègues de la commission de travaux, Edgar Maréchal, qui a une compétence étant architecte, également Jacques Jodard et Denis Arnoux, qui ont chacun une compétence reconnue dans le domaine, nous effectuons le suivi des travaux. En cours de travaux, il peut y avoir des modifications qu'il faut apporter, donc on les discute avec les différents intervenants et nous les faisons réaliser. Ça, c'est pour les gros travaux. Les petits travaux, c'est pratiquement le quotidien de nos services techniques qui savent parfaitement ce qu'il faut faire et qui le font. Ça comprend aussi le suivi de la voirie, son entretien, l'éclairage public, qu'on va faire évoluer parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il fallait faire des économies d'énergie. À défaut de faire des économies d'argent, on va faire des économies d'énergie pour commencer, parce que l'économie d'argent, c'est un autre souci, un autre débat. Donc il va falloir faire évoluer notre éclairage public. Déjà, vous avez vu qu'on a décidé d'éteindre la nuit de 23h à 6h du matin, comme font beaucoup d'autres communes. Voilà, donc ça c'est la partie travaux. Et puis ensuite, la gestion des bâtiments communaux, c'est leur entretien, la commission de sécurité qui passe régulièrement pour s'assurer que tout est en ordre au niveau de l'alarme incendie, des ouvertures, etc. Voilà donc le rôle du délégué aux travaux et à la gestion des bâtiments communaux. Cathy. Bon, moi, je m'appelle Cathy. Je suis Catherine, très exactement. Véran. Je suis conseillère municipale déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance, et je m'occupe aussi du comité feu. Vous savez, les petits camions orange. Donc la sécurité, donc c'est toute la sécurité dans le village, dans les routes. Je suis en rapport constant pratiquement avec la gendarmerie, la police municipale et aussi les pompiers, parce que bien sûr ils en font partie aussi de la sécurité, parce qu'ils surveillent aussi nos massifs et aussi ils sont sur les accidents. J'ai aussi, comme Augustin, les commissions de sécurité, mais alors là, sur les bâtiments privés, c'est-à-dire comme chez les sœurs, vous connaissez le bâtiment des sœurs, tous les hôtels, voilà, tout ça, c'est pareil, il y a des commissions de sécurité. Après, la délinquance, bien sûr, les jeunes qui sont délinquants, c'est pas délinquants, hein, tout ce qui est drogue, ça peut être
ça. Les cambriolages aussi, pareil, avec les gendarmes. Et puis, après, voilà, la sécurité pour les fêtes. C'est moi qui vous interdis, c'est moi qui ferme les routes, que tout le monde râle, parce que je ne peux pas passer. Donc, c'est moi qui ferme les routes, justement, pour protéger les gens quand il y a beaucoup de monde dans le village, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et en plus que maintenant, avec tous les attentats, on nous oblige énormément de choses, de mettre des camions, de fermer, c'est très compliqué. J'ai aussi en main le plan communal de sauvegarde, c'est-à-dire que s'il arrive des inondations, de la neige, le feu ou n'importe quoi, on déclenche ce plan et chacun de nous, certains ont des responsabilités que chacun dans sa partie doit être là pour pouvoir gérer justement cette crise. Après, il y a aussi la sécurité des employés, parce que bien sûr, les employés de la mairie, il faut quand même aussi qu'ils aient une certaine sécurité. Donc, il y a un document qui existe, qui s'appelle un document unique, qui est justement pour les risques qu'ils risquent d'avoir dans leur travail. Parce que bon, les camions, les échelles, etc., tout ça. Voilà. Et après, je m'occupe du comité feu, donc comme les pompiers, qui aident les pompiers, les camions orange. Voilà. Ok. Yves. Bonsoir, messieurs, dames. Ah oui, non, parce qu'il y a des demoiselles. Donc, Yves Durand, je suis adjoint donc, à monsieur le maire. Je m'occupe de la forêt, donc c'est 80% de ma fonction. Donc, la forêt, c'est les coupes de bois, c'est l'entretien des chemins, c'est les gens qui vont plus ou moins faire des bêtises. Voilà. Je m'occupe de l'agriculture. Donc là, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a plus qu'un gros agriculteur, les autres, on ne les voit pas souvent. Je m'occupe du marché aux fruits et légumes. Donc là, il y a un directeur. Et donc, on essaye de faire que tout se passe bien. Et je m'occupe aussi de la chasse et la pêche, mais là, c'est plutôt un loisir. Voilà. Hélène. Hélène. Hélène Martin, Question. conseillère municipale. Oui, vas-y. Voilà. Ceux qui roulent en moto, il est interdit de rouler en moto dans la colline. Ceux qui ont des vélos électriques trop puissants, c'est interdit. Ceux qui font du feu, c'est interdit de faire du feu, surtout l'été. Avec la fille, je m'occupe des comités feu, donc des camions orange, on fait des patrouilles. Donc tout ça, qu'est-ce que tu vas connaître? Du coup, c'est pas possible qu'il y ait des propriétés dans la forêt. Ah si, il peut y avoir des propriétés privées dans la forêt. Mais il y a des propriétés dans la forêt. Donc chez eux, dans leur maison, mais ils ne peuvent pas faire du feu à l'extérieur. Parce que s'ils font du feu à l'extérieur, ils risquent de mettre le feu à toute la commune, toute la montagne. Donc ils peuvent faire du feu chez eux, dans leur propriété, mais dans leur maison, pas à l'extérieur. Voilà. Donc les bêtises, c'est dit, les motos, les vélos électriques trop puissants, ceux qui font du feu, les camping-cars qui veulent se promener dans la colline, c'est interdit. Voilà. Donc, Hélène. interdiction de faire du feu. Voilà. Alors, Hélène Martin, conseillère municipale. Voilà. Christian. Christiane Bois, Et- conseillère municipale. Je suis souvent avec Inès, d'ailleurs, à la santé et au social. Séverine Ganga, conseillère municipale. Alors, qui est là? Ah voilà. Audrey. Gérard. Donc, je suis Gérard Cade, je suis conseiller municipal et délégué à la défense. C'est-à-dire que je suis le poste en défense et je suis l'interface entre la mairie et le milieu militaire. Le milieu militaire, donc il y a le chef qui s'appelle le DLD, c'est le délégué militaire départemental, qui chapeaute tout le milieu militaire sur le département et je suis le correspondant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si des militaires qui veulent faire une manœuvre dans la colline, ils vont s'adresser à moi pour que je puisse les autoriser. Donc, à mon niveau aussi, je peux renseigner tous les jeunes, ils doivent faire leur journée de formation défense, c'est obligatoire, vous avez une journée à faire. Donc, quand vous voulez passer le bac, quand vous voulez passer le permis, vous êtes obligé de faire ce journée-là. Donc, à ce titre-là, je peux vous renseigner. Après, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, par exemple, pour faire une carrière militaire, ils peuvent venir me voir et je peux les orienter vers un organisme qui vous renseignera ce qu'il faut. Voilà. Gérard. Non, tu n'as pas oublié. Gérard.
Ah, chut, s'il vous plaît. Gérard. Ok. Oui. Jacques. Elisabeth. Elisabeth Rabouin, donc moi je suis conseillère municipale déléguée aux traditions, à la culture et aux festivités. Donc les traditions, on va en parler tout à l'heure, vous verrez, c'est maintenir et développer tout ce qui touche à la culture provençale. La culture, c'est la bibliothèque, c'est aussi la programmation culturelle sur le village, et puis les festivités, la Saint-Éloi et toutes les fêtes qu'il peut y avoir. Le petit Noël, enfin voilà. Céline. Céline. Adjointe déléguée à l'enfance, à la jeunesse, au sport et aux associations. Voilà. Plus particulièrement à travers l'enfance, jeunesse, l'école. sport, L'école, oui. Les relations avec l'école. Le milieu scolaire, les relations avec l'école. Pauline. Alors c'est une fonctionnaire, ce qu'on appelle une fonctionnaire, et c'est la directrice de l'ensemble des services de la commune. Vous avez le service d'urbanisme, vous avez les services techniques, vous avez les relations, les RH. Vous avez donc un ensemble de services dans la mairie avec des bureaux dédiés à des fonctionnaires, et c'est elle qui est la directrice générale, la responsable de l'ensemble de ces fonctionnaires et qui met en œuvre la politique qui est décidée dans cette salle par les élus. Voilà. Claude. Donc Claude Sanchez, je suis premier adjoint et au-delà de seconder Monsieur le maire Jean Mangion, j'ai deux délégations. Une que vous connaissez sûrement qui est la communication, c'est-à-dire tout ce qui concerne les messages et la mise en forme de l'information. C'est le site internet, c'est la page Facebook, c'est le journal des Grézouillers, c'est les panneaux d'affichage, etc. Pour cette mission, je suis plus qu'épaulé. C'est Emmanuel qui assure la fonction de chargée de communication. Et c'est elle qui met tout en forme, qui fait des propositions sur la communication. Ma deuxième délégation, c'est le numérique. Donc, avec un dossier que j'ai eu à suivre depuis maintenant 3 ans, qui est l'arrivée de la fibre très haut débit dans la commune et qui a suscité pas mal de difficultés auprès de nos administrés. Donc mon rôle était plutôt un rôle d'intermédiaire avec les opérateurs, ceux qui installaient le réseau, ceux qui vendaient, qui commercialisaient Internet, etc., pour justement résoudre les problèmes et aider nos administrés. Toujours dans cette responsabilité, j'ai aussi la charge du règlement général RGPD de protection des données. C'est un sujet qui est d'actualité, qui est très important. C'est comment gérer vos données personnelles dans ce monde numérique. Donc là aussi, si vous avez des questions sur ces difficultés, ces problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous répondre. Voilà, il nous manque ensuite 2 personnes. Jean-François Galleron, qui rentre de voyage aujourd'hui, donc qui n'a pas pu être là, qui s'occupe plus particulièrement du commerce, de tous les commerces du village, et du tourisme. Et Denis Arnoux, qui s'occupe globalement de ce que l'on appelle le développement durable, l'environnement,
les problèmes énergétiques et climatiques qui en découlent en grande partie actuellement. Voilà, et in fine, il y a le maire. Alors le maire, on aime à dire dans le milieu que les élus qui sont là font tout, et le maire fait le reste. Voilà, donc si vous comprenez le sous-entendu de cette phrase, ça veut dire qu'en fait, le maire est là pour d'abord pour essayer de faire l'interface avec toutes les institutions, d'avoir de bonnes relations avec tous nos financeurs, puisque nous vivons grâce à l'argent des grésouillés, des contribuables, de ceux qui payent l'impôt, mais nous vivons aussi grâce à l'argent du département, grâce à l'argent de la région, grâce à l'argent de l'État. Donc le rôle du maire est d'entretenir le maximum de relations avec l'ensemble de ces gens et de ces institutions pour que, quand nous avons des projets, nous puissions avoir des portes qui s'ouvrent et avoir des moyens. Au-delà de ça, le rôle du maire dans son conseil est d'essayer de faire en sorte que le conseil soit un lieu de construction, constructif, et que ne soit pas l'occasion de bagarres individuelles ou plus ou moins collectives. Donc c'est d'essayer de trouver toujours la bonne solution, la meilleure solution pour le village, ou, comme certains disent, la moins mauvaise pour le village, pour que tout se fasse dans une harmonie, que les contribuables, que les habitants du village aient une image positive de l'action qui est menée, de la manière dont elle est menée. Voilà. Donc, à partir de là, nous nous réunissons approximativement une fois tous les 2 mois, un mois et demi. À l'occasion, donc, nous faisons d'abord une réunion de bureau où nous décidons des thèmes dont nous allons discuter et nous trouvons un accord de principe sur ça. Et à partir de ces propositions, elles arrivent en conseil et vous allez les voir, domaine par domaine, défiler. Et vous allez voir chaque élu parler du domaine qui le concerne et demander l'approbation de ses collègues pour que la proposition qu'il fait puisse être acceptée. Ces propositions, quand elles sont faites et acceptées et votées par le Conseil, passent ensuite au contrôle de la préfecture, sous-préfecture et préfecture, qui sont les organes de l'État qui vérifient que ce que nous avons fait reste dans la légalité au niveau constitutionnel, au niveau des lois que vote le Parlement, au niveau de tout ce qui s'impose à nous pour pouvoir agir dans les cadres que vous venez d'entendre. Voilà, donc la première des choses quand un conseil commence, c'est de faire l'appel, c'est comme à l'école. Donc l'appel va être fait rapidement. Donc Mangion-Jean présent, Claude Sanchez présent, Inès présente, Edgar Maréchal présent, Céline Castel présente, Yves Durand présent, Jacques Jodard présent, Hélène Martin présente, Augustin Tessier présent, Elisabeth Rabouin présente, Christiane Boyer présente, Catherine Véran présente, Denis Arnoux qui est absent a donné un pouvoir pour voter. Et ce pouvoir, il l'a donné à Augustin Tessier. Gérard Gall est présent. Jean-François Galleron, qui n'est pas là, a aussi, lui, donné un pouvoir. Et ce pouvoir, il l'a donné à Claude Sanchez. Gérard Blanc est présent. Audrey Allemand est présente. Séverine Ganga est présente. Et Aurélie Liznard est présente. Une fois qu'on a mis en œuvre cette liste de présents, on nomme au sein du Conseil un secrétaire. C'est celui qui va être responsable de faire le compte-rendu du Conseil. Mais en fait, c'est Gérard, ici présent, mais ne vous faites pas de soucis, il ne faut presque rien puisque tout est enregistré et que donc ce Conseil, après, se résume à une clé. Et si quelqu'un veut aller écouter ce qui a été dit, il peut éventuellement tout écouter. Ceci étant dit, le conseil municipal, donc le compte rendu, tout le monde peut les écouter, c'est la loi, c'est la règle, et la séance même du conseil où vous êtes aujourd'hui est publique. C'est-à-dire que si les portes sont ouvertes, si quelqu'un veut venir écouter une séance,
n'importe quel habitant du Grèce, eh bien, il peut y venir. Alors, en général, on n'a pas énormément de public dans des petites communes, mais par contre, il peut arriver, si vous voulez, qu'un sujet dont nous allons parler soit un sujet qui pose problème aux gens, où les gens veulent savoir ce que les uns et les autres pensent, et veulent écouter les débats et veulent connaître le résultat des débats, et bien à ce moment-là, effectivement, il arrive qu'on peut avoir quelques personnes qui viennent et essayer de prendre acte de ce que nous allons décider et de voir que tout ce qui est décidé d'une manière très, très claire, très ouverte, sans qu'on puisse dire qu'il y a des arrangements quelconques entre les membres du Conseil. Voilà. Ceci étant dit, donc, la deuxième chose importante dans le déroulement du Conseil, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance dernière, que Gérard a rédigé avec attention. Donc, pour cette séance, cette approbation, est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, des abstentions? Donc, accepté à l'unanimité. Le deuxième acte, ce sont les décisions du maire. Il y a un ensemble de décisions dans l'organisation d'un conseil qui sont prises uniquement par le maire parce que le conseil a donné pouvoir au maire de les prendre sans être obligé de revenir les valider devant le conseil. Donc, c'est ce qu'on appelle les décisions du maire. Ces décisions du maire, malgré tout, doivent être présentées au conseil et peuvent éventuellement faire l'objet de débats ou de questions si un conseiller municipal ou un adjoint ne comprend pas pourquoi le maire a pu prendre cette décision. Voilà, donc dans l'ensemble des décisions, la première décision, il y en a, si je ne m'abuse, qu'une d'ailleurs. Donc, il s'agit d'un contrat qui a été conclu avec une société informatique, un contrat de maintenance de notre logiciel, un contrat renouvelable 2 fois pour une durée totale de 3 ans. Et donc, si cette décision qui a été prise ne pose pas de difficulté à l'ensemble des élus, elle est donc considérée comme approuvée. Voilà. Ensuite, quand les décisions qui ont été prises par le maire ont été présentées, on rentre là dans les votes qui vont devoir être faits par le Conseil. Donc aujourd'hui, nous avons, si je ne m'abuse, 17 dossiers qui doivent passer, et ces 17 dossiers vont être soumis aux avis éventuels et au vote du Conseil. Il y en a plus de 17 ? Non. Il y en a 2 sur table qui sont arrivés en début de Conseil, pour lesquels nous n'avons eu les éléments qu'au dernier moment. Donc, dans ces 17 propositions qui vont être faites et que vous allez entendre, c'est chacun des élus dans son secteur qui se sont présentés tout à l'heure, qui va parler de la décision qui concerne son secteur et la soumettre au vote de l'ensemble du Conseil. Et parfois, c'est moi-même qui présente certaines décisions. Donc, la première décision, c'est l'acceptation d'un don en faveur des écoles de la commune de Saint-Étienne-du-Grèce. Il s'agit d'un don qu'a fait un grésouillet qui s'appelle M. David Diaz, qui a fait un don de 4 000 € en faveur des écoles de Saint-Étienne-du-Grèce. Et quand une personne civile fait un don dans une commune, ce don, avant de pouvoir rentrer dans les caisses de la commune, doit être accepté par le conseil municipal. Parce qu'il faut que ce don ne soit pas un don pour qu'on puisse accorder une libéralité ou faire plus plaisir à la personne qui a donné de l'argent, etc., qu'il n'y ait pas de connivence, qu'il n'y ait pas d'intérêt à ce don. Ce don, en l'occurrence, est un don qui a été fait pour le développement des écoles par M. Diaz. Donc, on demande à l'ensemble du Conseil son avis. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ce don? Il est donc pour tout le monde, il est donc accepté à l'unanimité. La délibération suivante concerne
une demande de subvention au conseil départemental. Alors, quand nous acceptons un don, vous voyez qu'il passe devant le conseil, on doit l'accepter ou éventuellement le refuser. Mais quand il concerne de l'argent public que nous demandons à l'État, que nous demandons au conseil municipal, au conseil régional, au conseil départemental ou toute autre autorité publique, la demande doit émaner du conseil. C'est le conseil qui doit faire la demande. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'une demande de subvention au conseil départemental pour des travaux de proximité et plus particulièrement pour les terrains multisports, les terrains synthétiques des écoles qui sont complètement dégradés. Les terrains des écoles où certains d'entre vous sont, de l'école de Saint-Étienne-du-Grèce, que vous connaissez, qui est un terrain qui est dégradé, qui part j'allais dire en fumée. Et donc, c'est nocif pour tout le monde, c'est pas agréable pour jouer dessus. Donc, nous avons demandé de l'argent pour pouvoir rénover ce terrain. Et donc, nous demandons une somme de 21 000 euros au conseil départemental, une aide financière qui va nous permettre de réparer ce terrain, éventuellement de faire un appel d'offres si la somme a une certaine importance. Si elle ne l'a pas, on n'est pas obligé de faire des appels d'offres. Donc, c'est l'objet de cette demande. Donc, le conseil doit se prononcer sur son accord ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette demande? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Ils sont tous pour, donc cette demande est acceptée. La délibération suivante concerne les tarifs municipaux pour l'année 2023. Il est donc nécessaire de fixer chaque année des tarifs municipaux. Ça va des tarifs de location de la salle Pierre-Emmanuel, ça va des tarifs dits de place pour les gens qui viennent vendre, par exemple, des matelas, comme ça arrive, ou qui vendent de la nourriture sur la place publique. Ils doivent donner à la mairie une indemnité. Ça va donc des tarifs de photocopie, ça va des tarifs sur les places du marché pour l'ensemble des agriculteurs qui viennent vendre leurs marchandises, etc., etc. Donc l'ensemble de ces tarifs municipaux vont apparaître sur l'écran. Donc il y a un ensemble de tarifs qui sont soumis à l'approbation du conseil municipal. Alors le premier tarif, c'est le tarif de la cantine pour les enfants, qui est proposé pour un montant de 3,20 €. Le deuxième est pour les enfants occasionnels, les enfants qui ne mangent pas tous les jours à la cantine. Le tarif proposé est de 5,20 €. Ensuite, il y a le prix unitaire à la cantine qui est fait pour les adultes. Mais les adultes, c'est en général les enseignants, et parfois ça peut être des fonctionnaires. C'est un tarif de 6,20 € qui est proposé. Et enfin, pour le tarif pour les personnels des écoles, qui donc, par exemple, gèrent le repas de midi et mangent avec des enfants, et là, c'est un tarif de 3,10 €. Après, il y a 3 autres tarifs qui sont proposés à la correction, à l'évolution. C'est le prix unitaire des repas pour les portages à domicile. Ça, c'est pour les personnes du 3e âge, essentiellement. C'est un tarif de 10,30 €. Et après, alors ça c'est moins marrant, mais c'est les tarifs des taxes funéraires pour les opérations funéraires, pour les enterrements. C'est donc le tarif pour les opérations funéraires est proposé à 60 € et pour les vacations de police qui accompagnent les opérations funéraires à 25 €. On y passera tous un jour ou l'autre. C'est pas nous qui les payons. Effectivement, c'est la famille qui enterre un de ses parents qui est... Voilà donc pour les tarifs municipaux. Et vous avez bien d'autres tarifs, mais là, ils n'apparaissent pas tous parce que il n'y a pas de modifications qui sont apportées. On ne reparle de ces tarifs que quand on les modifie, et c'est aujourd'hui ce que vous avez vu, puisque pour les tarifs des repas de la cantine, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées de quelques centimes. Donc, c'est pour cela que nous devons les présenter au conseil municipal.
Est-ce qu'il y a pour ces tarifs des objections du Conseil? Pas d'objection du Conseil? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Tout le monde est d'accord sur ces tarifs, donc l'ensemble de ces tarifs sont acceptés. La délibération suivante concerne une convention de mandat avec le Parc naturel régional des Alpilles, que j'ai l'honneur de présider, pour le projet d'aménagement du belvédère de Notre-Dame du Château. Donc, nous avons lancé la restructuration donc, de l'église de Notre-Dame du Château, dont on parlera dans un prochain conseil. Là, aujourd'hui, nous parlons de l'aménagement de tout ce qui est autour de Notre-Dame du Château, dont le belvédère, pour ceux qui s'en souviennent, qui est énormément dégradé, qui surplombe l'église et qui permet de là-haut, comme son nom l'indique, c'est un belvédère, de surplomber une grande partie de la colline et de ce qui se trouve en contrebas de ce belvédère. Donc, nous avons fait un travail avec le parc naturel régional des Alpilles, puisque le belvédère se situe dans le parc, et nous avons fait un travail pour que ce belvédère puisse amener aux visiteurs une connaissance du territoire où ils sont, donc la pinède des Alpilles, les essences des arbres, une carte qui présente l'ensemble du territoire que l'on voit à vue d'œil quand on est sur le belvédère, etc. etc. Donc cette convention de mandat permet non seulement de régler le projet lui-même, c'est-à-dire ce que l'on veut voir comme projet sortir, mais permet aussi de régler les problématiques budgétaires, c'est-à-dire à qui nous allons demander de l'argent. Et en l'occurrence, vous le voyez sur le tableau qui va suivre, la somme totale des frais pour les travaux de ce belvédère est de 48 048 €. Et nous demandons donc des subventions au Conseil régional, à la métropole, il y a l'autofinancement communal qui est obligatoire à chaque fois, et ensuite cela doit aboutir au total des dépenses, bien entendu, c'est ce qui est le cas. Vous avez 48 048 € en dépenses et 48 048 € en recettes. Voilà, et donc on demande l'autorisation. Bien sûr, tout ça a été travaillé dans les commissions, c'est pour ça que devant le Conseil, on n'est pas là à se demander est-ce qu'on fait comme ci ou comme ça, comment on présente le belvédère, etc. Ça a été travaillé en commission et c'est pour ça que vous n'avez là que la synthèse et une présentation succincte du projet. Mais l'important est la demande de financement à la clé qui a pu être établie à partir du travail qui a été fait en commission. Est-ce qu'il y a des objections, des votes contre, des abstentions? Accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une délibération toujours un peu particulière à expliquer. C'est l'approbation des procès-verbaux de restitution des biens concernés par les compétences voirie d'intérêt communautaire et éclairage public d'intérêt communautaire. Alors là, c'est le grand partage, si vous voulez, entre ce qui est de la responsabilité de la communauté de communes et ce qui est de la responsabilité de la commune. Les communautés de communes, c'est une structure, une institution avec des élus qui gèrent des problématiques qui ont été décidées par l'État comme n'étant plus de la responsabilité des communes, mais devenant de la responsabilité intercommunale. C'est par exemple le traitement des déchets, le traitement des poubelles, c'est par exemple les zones d'activité, c'est les zones dites à vocation commerciale. Donc, il y a eu une restitution de biens par les compétences voirie d'intérêt communal qui a été faite à la commune. C'est cette restitution de biens que nous allons aujourd'hui acter, c'est-à-dire ce n'est plus la communauté de communes qui va s'en occuper, et pour des raisons dans lesquelles on ne va pas entrer, mais de simplification dans le travail, c'est la commune qui les récupère. Voilà, on vote donc on prend acte de cette restitution de compétences et on la vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
C'est accepté à l'unanimité. À la clé de la restitution des compétences communautaires, il y a tout ce qui concerne, qui était prévu à l'origine, mais qui n'a pas été mis en œuvre, la construction, l'entretien, le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs. Donc c'était une compétence communautaire qu'il aurait été possible de prendre au niveau de la communauté de communes. La loi le permettait, mais la communauté de communes n'a pas souhaité prendre cette compétence. Ainsi donc, cette compétence revient à la commune. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais c'est, je pense, assez clair. Est-ce qu'il y a des objections, des votes contre, des abstentions? OK, tout le monde est donc d'accord pour que nous reprenions cette compétence. La délibération suivante concerne, là aussi, quelque chose d'assez complexe, c'est les modalités de partage de la taxe d'aménagement. C'est pas celle-là? Si, mais... Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Donc, vous voyez dans la complexité parfois des choses, il y a eu une décision de prise par les services de l'État, comme quoi la taxe d'aménagement, c'est la taxe que nous touchons quand quelqu'un s'installe dans le village, construit une maison, pour simplifier. Et à l'origine, il devait y avoir un partage entre la communauté de communes et la commune sur ces taxes d'aménagement. C'est ce qu'avait souhaité le législateur, et il s'avère qu'à cause d'une remontée politique de l'ensemble des communes de France, entre autres, la taxe d'aménagement, l'État a retiré cette proposition et a dit la taxe d'aménagement restera à la commune. Les communautés de communes n'auront de taxe d'aménagement que sur les zones dont ils ont la responsabilité, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, les zones d'activité, les zones dites commerciales. Voilà. Donc, le partage prévu n'existe plus, donc nous retirons cette délibération et nous revenons à ce qui était la règle avant même que cette proposition soit faite. Voilà pour la proposition numéro 6. La proposition suivante... Oh, pardon, on ne l'a pas votée, tout à fait, vous voyez. Comme elle est retirée, on ne vote pas sur le retrait. Donc, elle est retirée puisque l'État a retiré sa proposition. La délibération suivante, c'est oui, ça s'est fait très, très rapidement. La demande de retrait du syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes méditerranéennes. Alors, ce syndicat, c'est le SICTIAM. Oui, c'est le SICTIAM. Et donc, là, il est demandé le retrait de la commune de Saint-Étienne-du-Grèce de cet organisme qui avait été créé, dans laquelle nous étions rentrés. Mais le fonctionnement même de cet organisme fait que l'intercommunalité, le retrait de l'intercommunalité fait que les communes doivent de leur côté voter le retrait de l'intercommunalité de cet organisme. Et donc chaque commune doit accepter les modalités juridiques et financières de retrait qui font l'objet de cette délibération. Ça a été bien sûr complètement discuté avec la communauté de communes. C'est donc un retrait qui est accepté, je suppose, par tout le monde. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une convention de mise à disposition d'une parcelle par l'ASCO des Vidanges. Alors comme c'est Elisabeth Rabouin qui représente la commune au sein de l'ASCO des Vidanges, c'est elle qui parle et va faire voter sur cette délibération. Donc, à l'occasion de travaux effectués par l'ASCO, on s'est aperçu que le terrain de camping était implanté sur une parcelle qui appartient à l'ASCO des Vidanges et aucun acte n'avait été passé pour autoriser l'implantation du camping sur cette partie-là. Donc l'ASCO doit autoriser la commune à occuper cette parcelle et pour ce faire,
une convention de mise à disposition est nécessaire pour régler les conditions de cette mise à disposition. Donc, ce qu'on propose ce soir, c'est que on autorise le maire à signer cette convention qui va régler les problèmes, s'il y avait problème, parce qu'en dessous, on a un ouvrage important qui transporte l'eau et qu'on s'est aperçu que le poids mis dessus faisait que les buses en dessous s'effondraient. Voilà. Donc, il faut. Donc voilà. Donc je vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention avec l'ASCO pour régler ces problèmes. Voilà. Donc on délibère. Pas d'abstention, pas de vote contre, accepté l'unanimité. La délibération suivante, c'est une décision qui a été prise de remise de bons d'achat aux personnes de plus de 70 ans dans des conditions particulières que va expliquer Inès, qui est donc responsable, entre autres, Il marche. du troisième âge. On t'écoute. Oui, donc la municipalité souhaite à partir de cette année donc offrir un bon d'achat à chaque personne de 70 ans et plus habitant la commune et qui ne participe pas au repas de l'amitié. À savoir que ce repas de l'amitié est offert aux personnes de 70 ans, donc chaque année, donc, et plus. À partir de 70 ans et plus, à l'infini. Donc ce bon d'achat sera d'une valeur de 25 € par personne et les personnes de 100 ans et plus se verront remettre 2 bons. Voilà. Ils seront à 100 ans pour tout le monde. Ils seront distribués en fin d'année et valables chez tous les commerçants de la commune. Donc les commerçants seront rémunérés par la commune en l'échange des bons qui leur seront remis. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de remise d'un bon d'achat valable chez les commerçants du village pour chaque personne de 70 ans et plus habitant la commune et qui ne participe pas au repas de l'amitié. Dire que la valeur de ce bon est fixée à 25 € par personne. Dire que chaque personne de 100 ans et plus bénéficieront de 2 bons de 25 €, soit 50 €. Et dire que ces bons seront valables jusqu'au 31 janvier 2023. Autorise Monsieur le maire à rémunérer les commerçants en contrepartie de ces bons d'achat remis sur la base de leur valeur faciale. Pas d'objection, pas de vote contre, on nous en tient. Accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est Augustin Tessier qui va nous en parler. C'est une convention de passage et accord de reprise de branchement électrique et téléphonique avec le SMED, pour dire deux mots ce qu'est le SMED, dans le cadre du renforcement du réseau électrique basse tension post-marché par le poste PAN. C'est le syndicat mixte d'électrification du département. Toutes les communes du département, à l'exception de Marseille, sont adhérentes au SMED. Et le SMED a pour vocation a reçu concession de tout le réseau électrique du département. Et il a également à la charge de regrouper l'achat d'énergie, électricité et gaz, pour tout l'énergie publique. Voilà, donc le SMED également aide les communes à entretenir et faire évoluer le réseau d'électricité. Et c'est le cas donc, qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a une partie de la commune, la pointe, là, ici, avenue Mireille, chemin des Romains, qui se trouve sous-alimentée, parce qu'il y a eu des constructions nouvelles. Le réseau électrique n'a pas évolué à ce moment-là. Et aujourd'hui, suite à ces constructions nouvelles, il y a des chutes de tension et il faut renforcer l'équipement. Les 2 transformateurs sont concernés, le poste basse tension PEN, qui se trouve avenue Mireille, et le poste marché, qui se trouve, comme son nom l'indique, au marché. Donc, il faut sécuriser ces postes basse tension. Le poste PEN, la sécurisation représente un coût de 80 674 € hors taxe. Grâce aux subventions de 80% du SMED, il restera à la commune 16 135 €. La TVA est prise en charge par Enedis. Le renforcement du poste marché et PEN, mais côté avenue Mireille, représente un montant de 246 818 € hors taxe.
il restera à la commune la somme de 49 364 €. Et là, ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne le sais pas, la TVA est prise en charge par la commune. Peut-être que Pauline le sait, pas davantage. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc nous paierons la TVA. Voilà, donc il résulte de ces travaux qu'il faut faire des tranchées sur le domaine public pour enfouir les câbles. Il y a une tranchée de 8 mètres, il y a une tranchée de 77 mètres, et puis il faut ensuite un accord avec la commune pour reprendre les branchements électriques et téléphoniques. Pour cela, il faut passer des conventions avec le SMED pour créer des servitudes de passage. Donc il y a 2 conventions, une qui porte sur la tranchée de, comme j'ai dit, 8 mètres, une qui porte sur la tranchée de 77 mètres, et un accord également à passer avec la commune pour les reprises de branchement, qui inclut également la réalisation d'une tranchée de 14 mètres. Voilà, donc après ces travaux, ce secteur sera convenablement alimenté en électricité et les usagers ne subiront plus les baisses de tension. Ces travaux comprennent également la pose de fourreaux de télécommunications pour les téléphones et également la fibre. Voilà. Donc, si Monsieur le maire veut bien faire procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une demande de labellisation. On a souvent dans une commune des labels comme le label Ville Propre, le label Ville Fleurie, le label Ville Sécurité. Non, pas sécuritaire, ville sécurité ou citoyenne, il y a le label Ville citoyenne, Ville prudente, voilà, je cherchais le terme. Voilà, et là aujourd'hui, c'est une demande de labellisation Ciutat Mistralenco. C'est Elisabeth qui va nous en parler. Vas-y. Vas-y. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la mise en place d'un tarif d'entrée pour la pastorale Sidonie.
Voilà. Alors, ce principe de vote des tarifs est un principe qui s'applique à toutes les manifestations que nous menons dans le village. Il faut que nous votions un tarif, aussi bien les manifestations dont on a la responsabilité, bien sûr, donc nous montons nous-mêmes. Donc, toutes les manifestations culturelles, entre autres, sont tarifées. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté l'unanimité. La délibération suivante, c'est une participation financière qui est demandée pour un voyage scolaire organisé par le lycée d'Audet. C'est Céline qui nous en parle. Voilà, c'est une manière de soutenir les familles. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. La délibération suivante, c'est une motion de soutien à l'Arménie et au peuple arménien. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais l'Arménie est confrontée à des agressions récurrentes sur son territoire par l'Azerbaïdjan, sur ses frontières. Et donc, l'Arménie étant membre du Conseil de l'Europe, il est demandé à tous les pays d'Europe de soutenir ce pays dans le cadre de ces agressions. C'est ce qu'on fait par cette présente motion qui a été portée par, effectivement, l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Accepté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la crèche et les picotis. C'est Céline qui nous en dit quelques mots. Pour la crèche, donc le montant de 52 000 € est reconduit encore une fois pour cette année, mais bon, je suis pas sûre. Non, voilà. Voilà. Donc il reste égal à celui de l'année dernière, donc toujours une somme de 52 000 €. Voilà, il va rentrer en... C'est étonnant, mais parce que la négociation n'a pas encore eu complètement lieu et que ça sert en tout cas d'acompte quoi qu'il advienne, parce qu'il leur faut aussi pour commencer un minimum d'argent et on n'a pas abouti la négociation. Normalement, la CAF prendra la différence de l'augmentation. Pour parler, normalement, ça devrait se faire de manière positive. Pas de vote contre, pas d'abstention, accepté l'unanimité. La délibération suivante, c'est une dérogation d'ouverture dominicale. Vous savez que théoriquement, les commerces ne peuvent pas ouvrir le dimanche, si ce n'est le dimanche matin en moyenne pour tous les commerces de bouche, mais ne peuvent pas ouvrir tout au long de l'année, tous les dimanches, du moins toute la journée du dimanche. Et donc, il faut demander une autorisation, une dérogation au préfet pour pouvoir ouvrir. Nous avons un commerce qui souhaite au Grèce ouvrir de nombreux dimanches et la journée entière. Et donc, la délibération d'aujourd'hui consiste à demander l'autorisation pour que ce commerce, qui est le commerce de Palace Cuir, puisse tout ouvrir le 8 janvier, le 15, le 22, le 29, le 5 février, le 12, le 19 novembre, le 26 novembre, le 3 décembre, le 10 décembre et le 17 décembre. Voilà. C'est en général, oui, 2023, c'est en général autour de périodes de fête. Pas d'objection. Pardon ? J'en suis pas sûr. C'est eux qui doivent demander, mais on peut lui dire qu'elle peut demander. Tu as raison, tu as raison. Il faudra que quelqu'un s'en occupe. Oui, mais il n'est pas là. Oui, mais il faudra lui dire. Ok. Voilà, donc là, nous avons terminé, si vous voulez, l'ensemble des délibérations qui étaient présentées aujourd'hui en Conseil. Ensuite, il y a quelques questions diverses. Ces questions diverses sont la première, on va rapidement les voir. Donc, c'est une question diverse qui interroge l'équipe municipale pour un ensemble donc, de documents et de catalogues qui seront mis à disposition pour organiser un séminaire dont les dates sont proposées le 14, 21 et 28 janvier
on me dit attention les vacances d'hiver, et donc pour lequel on voudrait avoir l'avis du Conseil. Je rappelle que ça concerne un séminaire Campus et Territoire qui est fait à l'attention des élus. Comment ? Et il a lieu ici. Donc, il faut que nous puissions apporter... C'est une formation qui est pour nous, pour les élus, oui. C'est ici. Donc, c'est Campus des Territoires qui le propose. Ils mettent un ensemble de documents à disposition. Ils organisent avec un manager la matinée. On a proposé que ce soit une matinée, une demi-journée. Et c'est sur tous les problèmes liés aux problématiques territoriales. Campus des Territoires est une association qui est connue, qui a été montée par des élus au niveau national, qui fait de la formation dans ce domaine. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'il y aurait assez de gens qui, à l'une des dates que nous choisirions, 14, 21 ou 28, seraient susceptibles de pouvoir venir assister à cette matinée? Oui, janvier. Le 21, on ne pourra pas. Non, c'est une seule date. Le 21, c'est le lendemain des vœux. Le 28, c'est les vœux de Masse Blanc. Oui, mais ça, c'est pas grave, parce que le matin... Eh ben, ouais, ça va pas le dire. Non, mais il fait les vœux le matin, maintenant? À 11h. Ah, d'accord. Oui, mais c'est à 11h du matin, les vœux. Non, on va pas voir. Alors, est-ce qu'il y aurait une date qui a... C'est gratuit en plus, hein, c'est une formation qui nous est offerte. Et quelle est la date qui vous satisfait le mieux? Les sujets, c'est des sujets que nous pourrons nous remonter. On pourra faire des propositions et nous organiserons le débat autour de ces propositions. Donc, la date prévue, ce serait quoi? 14? Non, 21? Le 21? Allez, 21. Adjugé, vendu. Ensuite, la deuxième question diverse, Elisabeth, ça te concerne plus particulièrement, c'est le texte qui a été proposé par 212 personnalités signataires pour historiens, écrivains, romanciers, artistes, pour une place véritable des littératures en langue régionale à l'école. Alors je pense que vous êtes tous d'accord pour qu'on vote d'autant plus que grâce au travail qu'a fait Elisabeth, on va avoir un enseignement, on espère. Hein, voilà, c'est annoncé au conseil d'école, ça doit commencer en janvier. Voilà. Plus le costume pour avoir aussi le... Alors là, c'est un peu... Vas-y. Voilà. De littérature, au-delà de la langue, on parle de littérature. Voilà. Il y a des poètes, il y a des tas de... Donc, que ces auteurs qui ont écrit dans des langues autres que le français. Donc, pas d'objection, pas de vote contre, accepté à l'unanimité. La dernière question diverse, c'est... alors, vous voyez, c'est des questions qui se posent, qui sont tout à fait... toutes bien différentes les unes des autres. Là, on a une nouvelle demande pour un food truck, mais alors, c'est pas un food truck, c'est un food truck sur la nourriture réunionnaise. Alors, est-ce que vous voulez qu'on l'autorise ou pas? Et ça, c'est une des questions. Il n'y a plus le pizzaiole qui était en bas. Non. Alors, est-ce que...
Vous faire découvrir ce petit. A priori, c'est à négocier avec lui. Mais moi, ce qu'il veut, c'est est-ce que vous êtes d'accord sur le principe à trouver la journée où il y aurait. Oui, oui. Sur le principe, vous êtes d'accord? Ok. Donc il faut qu'on le reçoive pour arrêter le jour. Il ne faut pas qu'on le fasse le jour où il y a. Non, pas à ma connaissance. Non, pas le jour où il y a les galettes, hein, on est d'accord. Voilà, s'il vous plaît. Voilà pour les questions diverses. Je souhaite simplement rappeler que nous devons préparer la gestion de crise éventuellement en cas de coupure d'électricité. Donc, c'est Cathy qui va un peu être à l'origine de ce montage. Alors, ça ne va pas être simple de se réunir quand il n'y aura plus d'électricité nulle part. Mais je vais te laisser la parole après. Voilà, donc le préfet, donc Christophe Miramand, nous interpelle là-dessus, nous demande de nous y préparer dans des conditions que je n'ose même pas déterminer, puisqu'on nous dit que c'est la veille au soir à 18h qu'on nous dira si le lendemain, enfin je ne sais pas. Mais Augustin, qui est au SMED, va nous en dire peut-être un peu plus. Et donc il y avait un représentant de RATE. Alors RATE, c'est le réseau de transport d'électricité, c'est le gros pylône qui distribue la haute tension. Et c'est ceux qui vont décider s'il faut délester ou pas. Parce que l'électricité, on en produit d'une part, on en consomme d'une autre. Il faut que ce soit égal. Vous savez que l'électricité ne peut pas la stocker. Donc il faut qu'on produise exactement ce que l'on consomme. Et à tout moment, à la minute près, il y a déjà chez RATE qui commande de l'électricité en plus ou en moins pour équilibrer. Alors, tant qu'il y a cet équilibre, ça marche. L'électricité ne sera pas coupée. À partir du moment où ils vont prévoir 3 jours à l'avance un déséquilibre, parce qu'ils savent, on connaît la météo et les fiables à 5 jours, donc à 3 jours, on sera plus. On sait aussi, par expérience, qu'à certaines époques de l'année, on va consommer plus ou moins. On sait qui sont les gros consommateurs, les très gros consommateurs, il y en a qui sont alimentés directement par les gros pylônes de RATE. Donc à cela, on pourra dire, attendez, réviser un peu. Donc, on saura 3 jours à l'avance s'il y a une tension. Alors, tension prévisible. S'il y a une tension prévisible, nous serons avertis par EcoWatt. C'est pas qu'un dessin à la télé, hein, qui a été mis en place par RATE et qui fonctionne. On va nous demander, bien sûr, de réduire notre propre consommation. Si on éteint seulement une lampe chacun, dans tout le pays, on arrête les centrales nucléaires. Une heure. Vous voyez, il suffit de faire un petit effort pour qu'à l'échelle du pays, il y ait un bon résultat. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, il y a des gros consommateurs qui ont accepté, par un contrat passé avec leurs fournisseurs, ont accepté de réduire, dans ces moments-là, de réduire leur consommation, de réduire leur activité. Ils ont sûrement négocié le prix du kilowattheure, les familles. Donc eux aussi, dans le deuxième temps, Bon. le citoyen ne suffit pas, dans le deuxième temps, il y aura ces choses. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas, et ça se fera la veille, là, il peut y avoir des délestages. Les délestages se feront uniquement le matin de 8 à 12, l'après-midi de 16h à 20h. Et ils ne dureront que 2 heures. Dans ces tranches horaires, le délestage ne durera que 2 heures. Coupure. C'est un mot savant pour pas dire coupure. Oui, Voilà. Alors 2 heures sans chauffage, les cumulus d'eau chaude nous permettent de tenir quand même. Bien sûr. Et puis 2 heures, c'est la limite au-delà de laquelle la chaleur emmagasinée par les radiateurs commence à monter. Donc
Voilà. Et ça ne sera pas sur tout le territoire, ce sera sur ce qu'ils appellent des poches d'environ 1500 habitants. D'accord. Ok. Donc il y aura une information qui sera faite, qui commencera à se faire 3 jours après. D'accord. Très bien. Bon. Rien d'autre? Autre information, demain matin, je retourne mettre notre réunion d'information, où là, on va vous communiquer le prix de l'électricité. D'accord. C'est plus intéressant. Oui. Chut. Elle n'était pas à la réunion d'Augustin. Voilà, bon, écoutez, on va... Attendez. Personne ne sait, à part les opérateurs, personne ne sait si leur équipement est équipé, ensuite il est équipé de batterie. Mais on ne connaît pas leur volume. Il n'y a que les opérateurs qui le savent, même les vigiles et tout ça. De toute manière, Si la coupure, le téléphone continuera à marcher pendant un certain temps. on ne... On va pas en débattre là. On aura une réunion spécifique pour ça quand ça va avancer dans le temps, pour savoir comment on s'organise à partir de la note du. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. On arrête. Donc, ok, sur ce point, on aura une réunion spécifique. Voilà, écoutez, on a fait les délibérations qui étaient prévues, qui avaient été préparées. On a fait les questions diverses. Les questions diverses étant terminées, la séance du Conseil est terminée. Vous avez assisté à une séance du Conseil. Est-ce que vous avez une question ou pas à poser? Vous avez des questions ou pas? Vous en aurez d'autres? Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a demandé? S'il y avait un apéritif? Bon, ben on va boire un petit verre, d'autant plus que c'est la... Pardon. Le 17, non, la journée de Noël des Grésouillés. Vous avez 30 chalets dans le village. 25. Voilà. Et en conclusion, je ne sais pas s'ils le savent ou pas, mais vous allez être, on va pouvoir aller, on est invité à aller au Sénat avec, ils ne le savent pas encore, non? Hein? Eh ben, si, ben, il faut bien qu'ils le sachent un jour. Hein. On va certainement faire un déplacement à Paris pour aller, on sera reçu par le Sénat, par des sénateurs des Bouches-du-Rhône, qui nous recevront au sein du Sénat, et on travaillera certainement pour avant la fin de votre session, qui est fin 2023, vous? Octobre, oui. J'aurais aimé qu'on aille, je vais m'en occuper au Parlement, qu'on soit reçu par des députés au Parlement. Vous savez que la France est dirigée par un Parlement et un Sénat. Voilà. Voilà. En TGV, par le matin. Ah, ça prend un peu de sénateur.
Et, ouais. Et en conclusion, donc, eh bien, moi, merci à vous tous de cette année, au travail qu'on a fait et au travail que les uns et les autres font. Et au-delà du travail, de l'esprit dans lequel c'est fait, je peux vous dire que c'est d'une tranquillité morale pour votre mère, une tranquillité pour, je pense, tout le monde, et une joie de venir ici, en tout cas moi c'est mon cas, de venir y avancer pour faire avancer notre commune. Donc merci à vous tous, belle année, bonne santé et plein de bonnes choses.